Bienvenue dans cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on explore un récit très personnel, un témoignage à la première personne. C'est tiré d'un texte, chapitre 1, Mon arrivée dans l'Ouest. C'est l'histoire d'un homme du Sud, en entrepreneur dans l'âme, on peut dire, et sa vie bascule en 2000, suite à une rencontre et une décision, disons pour le moins impulsive. La source donc, c'est ce texte autobiographique. Il raconte un déménagement radical vers une ville portuaire de l'Ouest, un vrai changement de décor, de vie, enfin de tout quoi. Notre mission ici, décortiquer un peu les moments clés de ce parcours, les défis d'adaptation aussi, et puis les réflexions qui en découlent. Et on commence fort avec l'élément déclencheur, la rencontre. Ça se produit un peu par hasard. Une croisière envoyée, le narrateur remplace quelqu'un au pied levé. Un coup du destin, peut-être. Ou juste sa tendance à saisir l'instant, qui sait. En tout cas, ça va tout changer pour lui. Oui, et ce qui est frappant d'emblée, c'est de voir comment cet événement, somme toute fortuit, devient le catalyseur d'un changement de vie majeur. Le récit souligne bien cette impulsivité, une sorte de philosophie très carpe diem du narrateur à ce moment-là. Il choisit de suivre cette intuition sans vraiment peser le pour et le contre, quoi. Absolument. C'est un formateur indépendant, parcours autodidacte, il a déjà eu une première expérience entrepreneuriale, et là il plaque tout. Sa ville natale, un appart tout neuf, même une relation qui démarrait avec une voisine. Tout ça pour suivre cette femme rencontrée une semaine avant. C'est un sacré pari quand même. Un énorme pari. Et dès le début, le contraste entre leurs personnalités, il est saisissant. Lui, c'est le nomade, un peu bohème, habituée au déplacement constant pour son travail. Elle est décrite comme hyper organisée, planifiant tout, très très à l'avance. Presque maniaque d'après le texte. Oui. Et on peut se demander si cette structure très rigide, au-delà de la simple différence, c'était pas pour lui à la fois rassurant au début, mais aussi peut-être un premier signe, tu vois, d'un besoin de contrôle qui va s'exprimer autrement plus tard. C'est une bonne question. Et le tournant, le vrai point de bascule, il arrive en 2001. Arrêt brutal de ses missions professionnelles. Et le voilà coincé dans cette nouvelle ville, sans travail. Le texte parle de difficultés très concrètes. Des préjugés contre les gens du Sud. Certains pensent qu'ils sont venus là parce qu'ils étaient grillés, avec une mauvaise réputation dans leur région. Ces tarifs aussi, ils sont pas adaptés au marché local des TPE-PME. Trop cher. C'est ça, il était calibré pour des grands comptes, et là ça colle pas avec les petites boîtes locales. Trouver un expert comptable, même ça devient compliqué. Et cette précarité soudaine, elle provoque un renversement total des rôles dans le couple. Comme sa compagne, elle a une situation financière très confortable, lui, il compense son inactivité. Comment ? En prenant en charge toutes les tâches ménagères. Ah oui ? Du coup, elle devient, de fait, le chef de famille, et elle impose ses règles, son rythme. Oui. Et le récit décrit ça avec des détails très parlants, presque cliniques, je dirais. La pression pour un repassage parfait, l'apprentissage quasi militaire de l'aspirateur Vorwerk sous haute surveillance. Ah oui, le fameux Vorwerk. La vaisselle qui est inspectée, les courses où le moindre oubli, paf, c'est source de reproches. Il se surnomme lui-même le roi de la lingette, avec un humour un peu amer, quoi. Mais il rapporte aussi des phrases très dures. « Je ne peux rien te demander. Tu me sers à rien. » Ouch. Le fossé financier qui se creuse n'arrange rien, évidemment. Ça accentue la pression. On voit s'installer une dynamique de pouvoir qui est très très déséquilibrée. Et c'est nourri par quoi ? Par la dépendance financière, bien sûr, mais aussi par l'isolement. Il est seul là-bas. Oui, l'isolement social, géographique. Il décrit ce sentiment d'être pris au piège, sans ressources à lui, sans réseau amical, familial proche. Et cette phrase terrible qu'il écrit « L'ultimatum de rentrer chez moi était vide de sens, car il n'y avait plus de chez moi où retourner. » Oui, c'est fort. Ça illustre parfaitement cet enfermement psychologique. C'est plus que juste une contrainte matérielle. Tout à fait. Et avec le recul, donc 23 ans plus tard, en 2023, le narrateur, il analyse ça lucidement. Ses choix. Il questionne cette décision initiale, si impulsive, mais il trouve une forme de sens, de rédemption peut-être, dans la naissance de sa fille en 2008. Il dit « ce qui m'est arrivé de plus beau ». Et détail intéressant, il mentionne avoir renoué contact récemment avec cette fameuse voisine du Sud, celle qu'il avait laissée derrière lui. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée dans ce changement de vie ? Je vois plusieurs leçons en fait. Premièrement, comment l'impulsivité, même si elle est séduisante au début, elle peut masquer des incompatibilités profondes, qui ressortent plus tard. C'est vrai.
Deuxièmement, l'impact souvent sous-estimé des barrières culturelles, régionales, et de l'inadéquation économique sur l'intégration professionnelle. C'est pas facile de s'implanter ailleurs. Non, pas du tout. Et troisièmement, la rapidité avec laquelle un déséquilibre financier peut complètement bouleverser le pouvoir dans une relation et mener à une perte d'autonomie assez insidieuse. Effectivement, ce témoignage, il illustre bien une forme d'isolement progressif et une dynamique d'emprise qui s'installe à bas bruit, comme on dit. Et ça soulève une question qui dépasse ce cas particulier, je crois, et qui peut résonner pour beaucoup de monde. Quels sont ces petits signaux d'alerte discrets au quotidien, ces indices subtils qui pourraient nous indiquer qu'une relation, une situation pro ou un choix de vie est en train de devenir un piège, avant qu'il ne soit trop difficile d'en sortir. Voilà, peut-être une réflexion à emporter avec soi.